Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Nous sommes lundi soir, la première émission de la semaine et nous recevons évidemment du lourd, un très très beau plateau, puisqu'avec nous, il y a le général Coustou, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré à Place d'Armes et qui est l'un de ceux, faut le dire, des plus courageux, car il a fait partie de cette lettre ouverte à nos gouvernants que vous avez co-signée et qui a fait, faut le dire, trembler le pouvoir à l'époque. Bonsoir mon général, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Mon électrocardiogramme est excellent. Excellent, oui. Vous êtes toujours présent avec nous. Donc, normalement, il ne vous arrive à rien pendant cette émission. Tiens, à l'époque de cette lettre, pourquoi l'avoir justement signée? Cette lettre ouverte à nos gouvernants? Bien, nous avons simplement appelé l'attention de nos gouvernants. D'abord, je salue tout le monde, en particulier les amis de la France. Bien sûr. Et il n'y a que ça ici qui nous regarde. Que des amis de la France. Voilà. Nous appelons le pouvoir sur le fait que la France se délitait. Le porte-parole du gouvernement de l'époque l'avait confirmé, et une majorité des Français l'avait confirmé également. Voilà, alors ça nous a valu l'opprobre du gouvernement, Premier ministre en tête, des railleries, des moqueries, des mensonges, et des menaces, un procès qui s'est terminé en pantalonnade, puisque nous étions 6 présumés coupables. Je pèse mes mots, parce que le Conseil supérieur d'armée était là, non pas pour traiter de notre culpabilité, mais de la pertinence de nous sanctionner. Alors, c'était un peu flou, et en novembre-décembre, quelques mois après, j'ai reçu, comme mes camarades généraux présumés coupables, une lettre. On nous proposait de demander à être sanctionnés, d'être rayés des cadres. Bon, en France, en 2023. Voilà, donc une pantalonnade. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit une lettre ouverte parce qu'on s'inquiète de l'état de son pays, ben voilà les retours, voilà ce qui se passe. Voilà. C'est fou quand même. C'est vous qui le dites. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi de notre pays? Alors, 3 ans après, est-ce que les choses ont changé? Elles ont empiré, j'imagine. Exactement. C'est pour ça que nous sommes toujours au combat. Je combats avec les armes qui sont les miennes aujourd'hui, des armes tout à fait pacifiques. D'ailleurs, on m'a même proposé d'écrire un message pour la paix. Et je me suis engouffré. Parce que je ne suis pas belliciste, je n'aspire qu'à la paix. Voilà, c'est terrible parce que 3 ans après, avec un certain nombre de morts quand même, dans beaucoup de domaines, eh bien c'est pire qu'avant. Je disais récemment, qu'est-ce qui est positif dans notre France aujourd'hui? Il y a des choses positives quand même. La courbe de la dette, oui, ça c'est vrai. Positif. La courbe des finances publiques, la courbe des crimes et délits, la courbe de la population carcérale dans nos prisons. Voilà, ça c'est positif. Et tout le reste c'est négatif. Alors si vous faites le bilan, terrible. Moi j'ai mal à ma France, c'est pour ça que je suis là. Comme je dis souvent, je pourrais à la pêche, je viens de Bretagne. Mais non, je suis là parce que nous continuons le combat. Et comme je l'ai dit également, pardonnez-moi, mais quelle est la menace, ou plutôt l'ennemi de la France aujourd'hui? La menace est potentielle, le danger est présent, c'est la menace concrétisée. Eh bien, ça me fait mal, mais c'est notre président de la République. Il a tout détruit. Depuis 7 ans. La menace, c'est le président de la République? Non, c'est le danger. Ah, c'est le danger. Oh, c'est plus la menace. Il est présent. Il détruit. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va en France aujourd'hui? L'hôpital, l'agriculture, l'industrie, la justice, j'en passe et des meilleurs. On cherche, vainement. Je ne peux pas accepter l'état de la France, et je ne peux pas accepter qu'on détruise la France, et en particulier que ce soit le fait de celui qui devrait la protéger. J'ai consacré ma carrière à la défense de la France. D'ailleurs, nous avons gagné la 3e guerre mondiale, qui était basée sur la dissuasion. Ce n'était pas toujours amusant. Je ne peux pas accepter la façon dont la France est abîmée aujourd'hui. Mais, on en parlera peut-être, je suis optimiste pour l'avenir, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme.
Alors, on va en parler, mon général, mais avant ça, je vais présenter les intervenants plateau qui sont à côté de vous. Maître Philippe Deveul, qui est à votre droite. Bonjour, cher maître, comment allez-vous? Bonjour, bien vous-même, Mag, merci de votre invitation. Vous, là, vous revenez de Russie? Ah bah ça fait un petit moment déjà, ça. Bon, bah, oui, mais je ne vous ai pas eu depuis ce petit moment, je crois. Si, on s'était vu depuis. Bon. Oui, c'était au mois, début mars, fin février, début mars. Comment ça s'est passé malgré tout, tiens, un petit rappel. Un petit rappel, c'est-à-dire justement, quand j'y étais, c'est là qu'il y a eu des déclarations du président Macron qui avait annoncé la possibilité d'envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine. Alors c'est un peu rompu l'ambiance. Donc on m'a tendu quand même le micro pour avoir un peu mon avis. Je pense que j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je dis que l'Ukraine n'est pas notre guerre. L'Ukraine vit des moments très difficiles du fait d'éléments historiques qui se sont accumulés, de traités qui n'ont pas été respectés et avec une manipulation à la fois des États-Unis et de l'Union européenne pour faire basculer le pouvoir ukrainien par des méthodes qui étaient plutôt non démocratiques, parce qu'en fin de compte, le grand thème, c'est qu'on se bat pour des valeurs démocratiques. D'ailleurs, il va y avoir des élections européennes dans quelques temps, et on nous dit que ce sont les grandes valeurs, alors que les gens qui décident pour l'Union européenne, et ça je l'ai dit sur votre plateau, ce sont des gens qui ne sont pas élus, mais qui sont cooptés, qui sont choisis. Clairement. Donc, Madame van der Leyen, elle est cooptée, elle est choisie. On n'a pas élu. Et pourtant, ce sont eux qui prennent les plus grandes décisions. Et nous nous retrouvons dans une situation dramatique. Là, je suis allé à Costeros retrouver le mouvement français, le mouvement paysan français pour une première réunion, pour réunir des agriculteurs qui sont en très, très, très grande souffrance. Beaucoup plus dur encore avec Sébastien Béraud. Avec Sébastien Béraud, qui vous passe le bonjour, je pense. Oui, il m'a appelé même. Voilà. Okay. Et tout ça, c'est du fait de la politique européiste et mondialiste de ces gens qui nous gouvernent et qui nous disent « nous sommes dans un monde démocratique ». Merci beaucoup, cher maître. Face à vous, Serge Federbusch, éditorialiste, ancien élu parisien. Il a écrit il y a 10 ans déjà, « Français prêts pour votre prochaine révolution ». Vous étiez avant-gardiste à l'époque. Oui, je n'étais pas le premier à le dire, mais enfin, c'est vrai que quand on mettait bout à bout tous les facteurs d'insurrection, d'effondrement du pays, financiers, psychologiques, politiques, eh ben, on pouvait présumer ce qui est en train de se produire maintenant. C'est-à-dire que ça mûrit toujours avec pas mal de temps. Il est toujours difficile de prévoir quand, en fait, les points de bascule vont survenir. On peut voir quelles sont les forces qui conduiront à la bascule, à l'effondrement, mais quand ça se produira, ça, c'est toujours beaucoup plus difficile à prévoir. Et donc, j'avais étudié tout ça, et puis j'avais dit d'ailleurs à la fin du livre, rendez-vous dans 10 ans, parce qu'à ce moment-là, les choses vont commencer à se précipiter, et je me demande si, finalement, j'ai pas été un peu prophétique. Ben justement, c'est très prétentieux de le dire, mais je me relis, et puis... Entre il y a 10 ans et aujourd'hui, la situation ne s'est pas accélérée. Est-ce qu'elle était ce que vous avez pensé, ou la situation est pire encore ? Non, je pense que les choses évoluent lentement. Finalement, d'une certaine manière, ce que je n'avais pas vu tout à fait venir, j'avais vu une espèce d'osmose qui se créerait entre l'UMP à l'époque et le Parti socialiste. Ça a pris la forme de Macron. Hein. Bon. Mais je n'avais pas vu en tant que tel le phénomène du macronisme, mais le macronisme a gagné du temps d'une certaine manière. C'est un peu, vous voyez, comme là du Barry, encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Donc, ça a gagné du temps parce qu'en fait, Macron, il a comme seule vertu, peut-être, d'avoir été choisi et de choisir lui-même, d'ailleurs, la caste dirigeante en Europe. C'est lui qui a largement contribué à la désignation de von der Leyen, par exemple. Et en retour, il est soutenu par l'Union européenne, il est clair, et par la Banque centrale européenne. Il est clair qu'il y aurait beaucoup moins de mansuétude vis-à-vis de la France et de ses déficits incontrôlables s'il y avait un pouvoir qui était moins obéissant, en tout cas moins en symbiose avec l'Union européenne. Donc c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que ça retarde le moment où ça va s'effondrer, mais comme ça le retarde, ça rend la déflagration encore plus forte. C'est presque un phénomène physique aisément, compréhensible. Merci beaucoup, Serge. Et à votre droite, Philippe Herlin, économiste, spécialiste du Bitcoin. Bitcoin, comprendre et investir, éditorialiste ici. Comment ça va ? Ça va très bien. Surtout qu'on s'est vu vendredi. Oui, c'est vrai. Le temps ensemble vendredi, là, vous avez passé un beau week-end ? Très bien, très bien. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous parlerez de quoi ? On va parler de l'or, qui est un actif qui s'est un peu relié au sujet de l'émission, parce que c'est quelque chose de très utile quand on est dans une période de trouble.
Et ça, l'histoire le montre. Et ceux qui ont de l'or, eh bien, ils s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui ont des billets de banque qui, en général, perdent toute leur valeur, quoi. Donc, on va parler de l'or parce qu'il bat un record. Donc, voilà, pourquoi, etc. On va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde ce mois d'avril. Voilà, c'est les 1 an. C'est les 1 an, là, en mois d'avril. Le 12 avril, on vous prépare une émission surprise pour les 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde. Et n'oubliez pas de nous soutenir, bien sûr, en cliquant sur Tipeee Stream. Cette émission, elle est faite pour vous. On investit sur ces plateaux pour vous. On est là parce que, voilà, vous êtes présents. Et cette émission, elle est faite pour vous. Donc, allez-y, Tipeee Stream, vous cliquez dessus. En plus, vous aurez une surprise. Dites-moi, mon général, les mots que vous avez eus tout à l'heure, ils sont forts quand même. De dire que le président de la République, c'est le danger. À titre personnel, c'est la première fois que j'entends un général de l'armée française utiliser ces mots. Le président est intouchable au plan judiciaire. Donc il peut tout se permettre et il ne s'en prive pas. Il y a des choses incompréhensibles, mais quand on sait ça, on comprend beaucoup de choses. 2 exemples. Il a voulu imposer l'injection d'un produit qui n'a toujours pas son AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Mais qui est responsable s'il y a des effets secondaires? C'est le picouseur, celui qui injecte. C'est-à-dire que c'est une grande hypocrisie. Le président intouchable, le ministre pas responsable, l'ARS non plus, et c'est celui qui injecte qui est responsable. Et on fait des pressions sur ces gens-là. S'ils refusent, ils sont persécutés. 2e exemple, on a évoqué tout à l'heure un tout petit peu l'affaire de l'Ukraine. On sait très bien que des armes, des moyens militaires ont été fournis à l'Ukraine. Récemment, Patrick Pazin a porté plainte contre le patron de l'OTAN, Stoltenberg, et il a adressé une lettre au chef d'état-major des armées. Alors, c'est très simple en fait. D'après l'article 411.3 du Code pénal, la France est interdite de livrer des moyens militaires en les prélevant sur sa propre substance. C'est clair. Or, par la résolution du 30 novembre 2022, l'Assemblée nationale a voté 36 articles, je crois, dont 2 qui s'adressaient à l'Union européenne et à la France pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Jusque-là, rien à dire. Sauf que on sait très bien que des moyens militaires ont été prélevés sur la substance de l'armée française. J'ai près de chez moi un régiment d'artillerie qui a le fleuron de notre artillerie avec le canon Caesar, eh bien, il y en a qui sont partis. Autrement dit, et personne n'a rien dit, autrement dit, la loi a été violée par ceux-là même qui l'ont promulguée. Alors, qu'est-ce que ça engendre, ça? Je ne voudrais pas être à la place du chef d'état-major des armées. Parce que, selon une directive qu'on appelle la directive Palagos, on a le devoir de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Ce qui est le cas. Alors aujourd'hui, avec la lettre d'attention de Patrick Pazin, chef d'état-major, a 2 solutions. Soit il obéit et il viole la loi, auquel cas, lui, n'est pas immunisé comme le président, et s'il n'obéit pas, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est d'aller voir ailleurs. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il faut lui demander, c'est pas moi qui faut le demander. C'est un terrible dilemme. Voilà, c'est la règle du jeu. Alors on dit souvent que l'armée est légaliste, et c'est vrai, mais il y a un certain nombre de cas où on voit qu'elle n'est pas très légaliste, parce que si elle était légaliste, il y a beaucoup d'ordres qui n'auraient pas été exécutés. Ça et la picouse. Bien sûr. Vous n'auriez pas accepté, par exemple, cet ordre. J'en sais rien. Je pense que oui, visiblement. Ce dont je me souviens, c'est qu'en 1981, j'ai avalé la plus belle couleuvre de ma carrière. On nous disait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. Et puis le président de l'époque arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Bon, on se frotte les yeux quand même, hein. Mais, comme je l'ai dit, j'étais le nez dans le guidon, avec 6 gamins sur le porte-bagages. J'ai continué de pédaler.
j'ai pas eu le temps tellement de me poser de questions parce que j'ai tout donné à mon métier. Alors, je n'ai pas désobéi formellement. Certains sont partis. Le colonel Hogarth, par qui est un ami, était au Kosovo. Et au Rwanda. Au Rwanda d'abord, au Kosovo ensuite. Bon, on connaît de Légion, brillant. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne travaillait pas pour la France, mais pour la CIA, il est démissionné. Donc, il y a quand même des cas de conscience. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, nous ne sommes pas des mercenaires. Nous avons le droit de réfléchir. Alors, je ne veux pas me mettre à la place de ceux qui sont en situation. C'est seulement cantonnier qu'on peut... Voilà. Mais il faut connaître les règles du jeu. Après, chacun assume. Oui, mais regardez, un danger, parce que vous avez parlé de danger du président de la République, ça s'arrête un danger. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne l'arrête. Ce danger continue. Et j'ai l'impression qu'il continuera jusqu'en 2027. Oui, parce qu'il est intouchable. Sauf que il est intouchable également. Il devrait regarder un petit peu du côté de l'histoire. Il y a un roi qui en a coupé la tête. Je ne souhaite pas de malheur, hein, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais, à mon avis, je serais quand même un peu inquiet, parce que quand il se déplace, ce sont plutôt des concerts de casseroles ou des huées qu'il a, et dans les applaudissements, sauf pour inaugurer la piscine du 9-2 ou du 9-3, là, je pense qu'il y avait une claque bien organisée. Bon, donc, il sait très bien que sa popularité est au bas niveau. On sait très bien également qu'il est inquiet. Alors, on s'est proposé de l'aider, mais il n'a pas saisi la perche. Est-ce que vous pensez que le pays est dans une période pré-révolutionnaire? Je n'ai pas de boule de cristal. Mais sommes-nous en 1788? Je crois pas. Moi, ce qui m'étonne, normal, je suis général, je peux m'étonner. Hein. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas eu d'acte fort. Je mets à la place d'un père de famille dont l'enfant décède, ou la mère, au regard de la crise sanitaire. Mais quand quelqu'un est désespéré, il est prêt à tout. Alors, on peut donner une baffe, lancer un œuf, on peut faire mieux que ça. Et je m'étonne, attention, hein, je ne regrette pas, je ne suis pas pour les gestes violents, qu'il n'y ait pas eu déjà plus de difficultés, puisque des gens complètement innocents sont l'objet d'assassinats, il y a au moins 100 agressions à l'arme blanche par jour, etc. Bon, il s'en tire bien, tant mieux pour lui. Et est-ce qu'il faudrait, parce que moi j'ai l'impression, enfin c'est pas l'impression, je le vois quand j'interroge les gens, quand je fais un peu de terrain, qu'en fait les Français ils ont encore confiance dans leur armée. Je pense que c'est même le dernier corps de l'État auquel ils ont confiance. Par exemple, ils ont plutôt confiance dans la police, mais dans l'armée ils ont confiance. Est-ce que la solution ce serait le retour d'un général à la tête du pays, d'avoir un De Gaulle, un Bonaparte à la tête du pays? Quand les politiques sont en difficulté, ils se tournent vers les militaires. On l'a vu avec le maréchal Pétain. Front populaire, nous voilà, les congés payés, etc. Mais on était dans la panade, hein. On était à chercher un vieux soldat. D'ailleurs, au début, tout le monde était pétainiste. Et quand après, ils étaient gaullistes. C'est un autre problème. Bon. Je l'ai vu au travers de multiples expériences. Les jeunes, l'équipe de travail, les gens qui étaient défavorisés. Il y avait même une formule assez savoureuse. On parlait de prédélinquants. C'est-à-dire que les gens qui étaient au pouvoir à l'époque et qui animaient les comités de soldats, devant l'échec de leur politique, nous envoyaient des jeunes qu'on récupérait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans l'armée, il y a des règles qui sont simples. Les mis de gauche, les mis de droite. On met les gens sur les rails. Aujourd'hui, c'est pour ça que le service national, j'ai toujours travaillé avec des appelés que j'ai eu l'honneur de commander. Le service national a été une grande perte parce qu'on a apporté quelque chose. Ce n'est pas le but de l'armée de faire du social, mais on a apporté beaucoup de social. J'ai 2 cas, sans monopoliser la parole. J'avais l'autre chef de corps, 2 appelés qui étaient l'un garde-caisse et l'autre à l'infirmerie. Le premier, j'étais alerté, il avait fait un cambriolage, il était condamné, et l'autre, il a fait de la prison pour trafic de drogue. Bon, j'ai convoqué mes 2 loustiques, je leur ai dit voilà, soit je vous change d'emploi, soit on passe un contrat moral, comme à la Corse, comme à la mafia, un contrat moral, et ça a marché. Je leur ai dit, je vous laisse là où vous êtes, mais je vous aurai à l'œil. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises. Quand je suis parti, il y en a un qui était gradé et l'autre qui voulait s'engager. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais ce service national,
qui d'ailleurs il a été suspendu. Pourquoi? On nous a dit que c'était parce qu'il était injuste ou inéquitable. En fait, ce sont les fils à papa qui étaient d'abord exemptés du service national. Parce qu'aujourd'hui, si elle était rétablie, vous croyez que nos ministres envoyaient les enfants se faire trouer, en Ukraine là-bas? Bon. Voilà. Mais vous y croyez de ça? Vous y croyez dans le fait que l'armée française pourrait aller combattre en Ukraine dans un laps de temps assez court? Non? Non, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on n'a rien à faire là-bas. Le maître de Vac l'a dit. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle ne fait pas partie de l'OTAN. Nous n'avions pas, le 24 février, même si les choses ont commencé bien avant, d'accord de défense avec l'Ukraine. Nous n'avons pas d'intérêt majeur en Ukraine en particulier. Nous n'avons pas acheté entre 30 et 50% des terres à blé ukrainiennes. Bon, nous n'avons rien à faire là-bas. En revanche, on aurait pu peut-être agir avant. C'est Montesquieu, je crois, qui disait que ce n'est pas celui qui déclenche la guerre qui est responsable, mais c'est lui qui la rend inévitable. On pourrait se pencher là-dessus. Bon. Donc, on n'a rien à faire là-bas. Ensuite, on n'a pas les moyens, mais c'est reconnu par tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va envoyer? 2000 hommes? 10 000 hommes? Ils vont se faire... Les Russes, on parlait clairement. Hein. Le second de la Douma, Piotr Tolstoï, et également le ministre de la Défense russe, l'ont dit clairement. Si les Français vont là-bas, ils vont se faire percer le flanc. Nous sommes prévenus. Alors on ne les prend pas au sérieux, les Russes. En fait, on croit que les Russes réagissent comme nous. Mais non, ils sont différents. Ils sont différents. Il faut essayer de se mettre à leur place aussi. Si nos gouvernants considèrent que l'ennemi est en face, ils devraient essayer de l'étudier d'une manière un peu plus précise. Hein, et ne pas refuser. Je vous rappelle quand même que Poutine avait demandé à entrer dans l'OTAN. Hein. Or, l'Allemagne est dans l'OTAN, mais l'Allemagne a absorbé ce qu'on appelait jadis l'Allemagne de l'Est. Bon, l'Allemagne de l'Est, apparemment, se portait bien dans l'OTAN. Pourquoi la Russie ne se serait pas bien portée dans l'OTAN? Une question que je pose, hein. Je n'ai pas la réponse. Moi, on n'a rien à faire à l'Ukraine, on n'a pas les moyens. 80 km pendant 3 jours, après on n'a plus de munitions, en plus, nous sommes défaits d'un certain nombre de moyens qui appartiennent à notre défense. Qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Et puis, la question qui tue, là, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires pour aller en Ukraine? Ah, ça c'est vrai. Oui, mais regardez, là vous parlez comme quelqu'un de bon sens, mais notre chef de l'État, je ne sais pas si a ce bon sens. On a l'impression qu'il est dans une forme de fuite en avant, une sorte de... Il a l'air d'être un peu suicidaire, si je puis dire, entre guillemets, bien sûr. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez pris tout à l'heure l'exemple de la crise sanitaire. On disait non, ils feront pas ça, ils feront pas ça. Lui-même disait à un moment donné non, on le fera pas. Eh ben, tous les plans de la crise sanitaire ont été mis en place. Sauf que les Français ne croyaient pas qu'il peut y avoir, par exemple, des effets secondaires à cause de ce produit, hein, ce produit qui conduit à des effets négatifs. Aujourd'hui, aller en Ukraine, ça veut dire qu'on se trouve directement sous les armes russes, en particulier cette arme hypersonique que les Russes sont seuls à détenir et qu'on ne peut pas intercepter. Alors, le risque est beaucoup plus prégnant là. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui soient prêts à aller là-bas. Et d'ailleurs, je pense que l'état-major le sait. Il y a une défection de colonels, par exemple, des difficultés de recrutement. Il y a, je pense, le ramollissement peut-être de notre société qui n'a plus envie de faire des efforts, de se sacrifier, etc. Et puis il y a aussi l'actualité. Le jeune qui n'a pas vraiment enseigné comment dirais-je, à se donner et à servir, il n'a pas envie d'aller se faire trouver la paillasse là-bas. Alors notre président, lui, risque pas grand-chose. Un jour, j'ai cité le pont d'Arcole. Alors, s'il y va en tête, hein, avec son panache blanc, peut-être qu'il y aura quelques courtisans qui vont y aller, c'est pas sûr. Vous croyez que les ministres qui sont avec lui vont y aller? Ils sont tous des courtisans. Quant à nos élus du Parlement, pour moi, ce sont des godillots. Je suis un peu brutal, je suis désolé. Pas tous, hein, une grande majorité. Vous voulez que je vous donne l'exemple d'un godillot? Bah, allez-y. Je ne citerai pas de nom, c'est une devinette. C'est un Premier ministre qui avait été ministre de l'Éducation nationale et qui qui c'est, tiens. et qui était à l'origine du Pax. Il avait écrit un papier remarquable, adoubé par une ministresse de l'époque, pour dire que ça ne déboucherait pas sur le mariage entre deux personnes du même sexe. Quand la loi Taubira est arrivée sur le tapis,
il a voté pour. Et quand un journaliste comme vous, un peu effronté, lui a demandé pourquoi il avait voté, il a dit « le parti a voté, donc j'ai voté comme le parti ». Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à des gens qui n'ont pas de conviction? Ce sont des godillots. Est-ce que ça signifie qu'il faut du coup changer de régime alors? Est-ce qu'il faut peut-être sortir de la Ve République? C'est pas la République qui est en cause, à mon avis. Les institutions sont toutes imparfaites, comme tout ce qui est le fait des hommes. En revanche, c'est l'usage qu'en font les hommes. C'est-à-dire que les institutions sont dévoyées. Alors, Ve République ou pas, Constitution ou pas, certainement qu'il faudrait faire un grand ménage en France, mais pour la rendre plus vertueuse, parce que en l'état aujourd'hui, je pense qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas réformer la France. Vous savez, moi je ne suis jamais engagé vraiment en politique, j'avais trop chaud à fouetter. La pseudo-alternance entre la gauche et la droite n'était que de l'enfumage pour des gens qui se repassaient le pouvoir l'un l'autre. D'ailleurs, il y a une formule que j'ai beaucoup appréciée de Philippe de Villiers. Un jour, il a dit que messieurs Juppé et Fabius avaient été démoulés le même jour. Mais ça va beaucoup plus loin que le moulage physique. Hein. Donc tout ça, c'était la poudre aux yeux. On sait très bien que les gens qui sont au pouvoir sont là pour se servir, globalement, et non pas pour servir. Et à ce sujet, je suis désolé, je vais encore faire ma page de publicité. Il y a un livre absolument étonnant, La mafia et la Maison Blanche, de Jean-François Guéraud, où il explique combien la mafia est infiltrée au plus haut niveau de l'État. Et tous les présidents américains ont été au minimum tenus, sinon impliqués dans la mafia. Et juste une anecdote, le trafic d'héroïne passait de l'Asie à l'Europe et aux États-Unis en passant par la Corse et la mafia corse. Les États-Unis s'en sont offusqués. C'était du temps de M. Marcellin, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le trafic a changé d'aiguillage. C'est-à-dire que le trafic a continué directement vers les États-Unis, la mafia italo-américaine, au détriment de la mafia corse. C'est-à-dire que les Américains n'avaient que faire d'éradiquer le trafic d'héroïne, mais ils avaient intérêt à récupérer les bénéfices de ce trafic. Voilà, la mafia est partout. J'ai proposé, je ne sais pas si je dois le dire, hein, allez-y, que l'auteur écrive le même livre, peut-être en changeant la Maison Blanche par un autre lieu, que je vous laisse deviner. Et ce lieu qu'on doit deviner, vous pensez qu'il est aussi pris en main par la mafia? Je n'ai aucun doute. Je n'ai pas de preuves. J'ai quand même beaucoup d'ouvrages chez moi, hein, des témoignages assez forts. Je n'ai aucun doute. Alors peut-être que je vais risquer ma vie une fois de plus, mais au point où on en est, hein, on peut mourir qu'une fois. Hein. Merci à vous, mon général. On va passer au grand débat avec nos invités, mais avant ça, les petites annonces. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Effectivement, pour nous, la liberté d'expression, c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi? Des droits d'auteur de mon livre, c'est tout. Moi, je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence.